Bonsoir Mathieu Cizel. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à Cergy Paris Université. Vous avez écrit une thèse sur les MOOC, ces cours en ligne ouverts à tous, et plus particulièrement sur ceux qui abandonnent les cours en ligne. On va y revenir avec vous. Justement, en ce moment, est-ce que vous continuez à enseigner en chair et en os ou en virtuel ? En virtuel, oui, j'enseigne la data science, c'est-à-dire les statistiques, des choses comme ça, dans un bachelor, donc au niveau licence à peu près. Tout ça depuis chez vous et derrière un ordinateur. Depuis chez moi, oui. Alors les cours cloîtrés, justement, chez soi, c'est la principale cause de détresse des étudiants. On les entend beaucoup. Certains sont descendus d'ailleurs dans la rue aujourd'hui pour crier leur colère, leur mal-être. Il y a ce chiffre extrêmement préoccupant, un étudiant sur 10 qui a des idées suicidaires. Et je vous propose qu'on écoute César Bouvet. Il est étudiant justement en sciences politiques et il ne sort plus de chez lui. Plus lourd. La vie étudiante, c'est entre quatre murs, tout est passé à distance. Donc on est devant un ordi, on est assis sur notre chaise de bureau le matin quand on se lève et jusqu'à ce qu'on ait fini notre journée. Puis après on mange un plat de pâtes et c'est 20h. Et voilà, et puis on va se coucher. Enfin on va se coucher. On sort pas en tout cas. Ah, c'est dur. Vous comprenez la difficulté, le fait que ces étudiants se sentent complètement perdus ? D'autant plus que nous, en tant qu'enseignants, on a à peu près la même expérience. Donc oui, c'est sûr, le lien social, ça reste quand même un des principaux facteurs de persistance dans une formation. Donc si on retire ça, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait autant de désarroi parmi. Ce que vous dites, c'est que le lien social, c'est important aussi dans l'apprentissage ? Dans la motivation, en tout cas, pour rester dans une formation, c'est essentiel. Ça fait 40 ans de recherche qu'à chaque fois on revient à ça, et en particulier à distance. Si on ne sait pas maintenir ce lien social à distance, c'est la porte ouverte à ce qu'on observe actuellement. Justement, il passe plus de 6 heures, je crois, pour cet étudiant, 8 heures devant un ordinateur. Est-ce qu'on peut rester concentré pendant 8 heures d'affilée ? Après, ça dépend beaucoup de ce qu'on est censé regarder. Si on a, entre guillemets, des cours bien préparés, presque de manière professionnelle, ce n'est pas du tout la même expérience que des choses qu'on bricole nous-mêmes en visio, en direct, pour les besoins de l'urgence. Vous parliez des profs, alors vous aussi, c'est la galère, j'imagine. Il y a ceux qui découvrent l'outil informatique parfois, en tout cas qui ne sont pas non plus des grands geeks. Et puis il y a aussi juste le fait de ne plus voir ses élèves, de même pas savoir peut-être qui est derrière l'écran, je ne sais pas comment ça se passe. C'est sûr. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des petites classes et je les connais chacun par leur nom et leur prénom. Mais c'est vrai que parfois, on les interroge et il y a un grand silence un peu malaisant qui s'établit. Enfin, tous les enseignants qui ont enseigné à distance comme ça, on s'en sont rendus compte assez vite que poser des questions, ça crée du malaise souvent. Enfin, c'est compliqué de créer de l'interaction à travers des écrans et souvent les étudiants, ils ne mettent pas leur caméra, donc on voit juste une lettre. Enfin, voilà. En fait, est-ce que vous savez même si les étudiants sont là ? Alors, la plupart sont là, j'espère, mais c'est vrai que je pense qu'au bout de mois de fatigue, il y en a qui doivent se connecter pour montrer qu'ils sont là et faire d'autres choses. Ce que je comprends parfaitement, si je suis honnête. On comprend aussi que finalement, donner cours à distance, ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, vous travaillez là-dessus, quand vous travaillez lors de votre thèse sur la manière de faire cours à distance. Alors, on expliquera un petit peu les différents cours qui existent, mais déjà, donner un cours à distance, qu'est-ce qui fait le succès, justement ? Qu'est-ce qui permet de garder éveillée son audience, d'accompagner au mieux les élèves ? C'est quoi la recette, selon vous ? Alors, bien sûr, on peut jouer sur la carte du charisme, mais normalement, un cours à distance, ça se prépare vraiment longtemps à l'avance. Par exemple, pour la plupart des cours à distance que j'avais lancés sous format MOOC avec des collègues, on avait 4 à 6 mois de préparation avant de lancer un cours de 20 heures. Là, on ne peut pas. Si on devait faire ça pour tous nos cours, il faudrait qu'on travaille jour et nuit et à plusieurs sur chaque cours. On n'a simplement pas les moyens d'avoir ce niveau de qualité. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Alors justement, est-ce qu'il y a des petites astuces que vous avez repérées, que vous utilisez, vous, dans votre quotidien, pour entretenir, par exemple, happer leur attention ? Déjà, beaucoup les faire intervenir. C'est-à-dire que vraiment, essayer d'éviter de reproduire ce schéma de l'enseignant qui est au centre de la chaire magistrale, comme il est au centre de la visio, avec les étudiants qui écoutent. En fait, tout ce qui peut contribuer à rétablir une forme de lien enseignant-élève ou étudiant-étudiant.
Donc les faire participer. Voilà, ce sentiment de communauté, en fait, quelque part, qui se perd, en fait, qui se délite, et recréé par tous les moyens possibles, et dont les participations en visio sont un moyen parmi d'autres. Recréer ce sens de la communauté. Il y a aussi, j'imagine, une réflexion sur le temps. Parce que là, j'entendais des étudiants ce matin qui disaient « mais moi, ma journée, c'est 8 heures d'affilée, certes, mais avec 4 pauses de 10 minutes à chaque fois. J'arrive à la fin de la journée, j'ai mal à la tête, je ne peux même plus lire un livre. C'est trop. » En termes de visio et de cours à suivre, cours magistraux, je trouve en effet que c'est trop. Et une des recettes qu'on suit par exemple dans notre formation, c'est on restreint beaucoup la partie de cours magistral. Et en fait, on leur fait faire des projets, des exercices, de sorte qu'en fait, ils organisent leur journée comme ils veulent. Ils suivent les vidéos à l'heure qu'ils veulent, c'est pas du direct. Et ils organisent leur rendu, leur mémoire, leur rapport comme ils veulent. Et ça, déjà, ça aide beaucoup par rapport au fait d'imposer un rythme à des étudiants avec une journée très dure à vivre pour eux. Et donc, vous, un cours, il va durer combien de temps ? C'est-à-dire que moi, par exemple, une visio, je vais rarement dépasser 1 heure. C'est ça. Et encore, Très court, je suis quasiment par semaine en visio direct avec les étudiants avec qui on travaille, ils n'ont que quelques heures. Après, ils ont beaucoup de MOOC à aller suivre, mais c'est autre chose. D'accord. On va y revenir au MOOC. Juste une dernière question, parce que vous disiez il faudrait quasiment copier les codes des youtubeurs ou de ceux qui bossent dans la com, tout l'inverse de la culture académique française finalement. Ça veut dire quoi alors, être un prof qui s'inspire des codes de youtubeurs ou des communicants ? Le problème, c'est que c'est énormément ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, le media training. C'est vraiment passer bien face à une caméra, créer une dynamique pendant des heures. C'est un rythme de parole, c'est extrêmement difficile. Et personnellement, j'y arrive pas vraiment, même après des années et des années d'entraînement. Alors pour ceux qui ont été pris de court voilà. par la pandémie, voilà, c'est compliqué. Et du coup, en fait, concrètement, on se retrouve en compétition avec des youtubeurs quand on a des sujets les youtubeurs les traitent aussi. On est en compétition directe avec eux. Et parfois, ils vont les voir plus que sur nous. des sujets, vous voulez dire de mathématiques, de littérature. Absolument, oui. Tant mieux. Alors, c'est une question de point de vue. Tout dépend du contenu. Voilà, c'est une question de point de vue, mais il y a compétition quelque part. Alors, vous parliez des MOOC, justement, Massive Open Online Courses, donc des cours en ligne massifs ouverts à tous. Quelle différence, finalement, avec des cours à distance lambda ? C'est-à-dire que par rapport à du visio en direct fait sur Skype, Teams, Zoom, peu importe, oui. C'est des choses qui ont été préparées pendant 6 mois, 1 an, pour 30 heures de cours. C'est 50 à 100 000 euros investis par cours, c'est sur des grandes plateformes, tout est scénarisé. Enfin voilà, c'est peaufiné, comparé à des choses qu'on fait avec les moyens du bord en se débrouillant. Et donc ça, c'est plus efficace qu'un cours à distance lambda ? J'aurais tendance à dire à 2 titres. D'abord, le contenu, vu qu'il y a plus de travail, il est de meilleure qualité, c'est logique. Oui, mais l'apprentissage, est-ce que c'est plus simple d'accès ? C'est le côté, on le fait quand on veut. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, quand on les envoie faire des MOOC, il y a les quiz qui vont derrière, tout a été pensé. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les vidéos et ils font tout le processus. Moi, par exemple, je leur demande juste de revenir avec un petit certificat. Et après, je prends le relais et je fais les activités vraiment importantes. Parce que les MOOC, quand même, vont pas très loin. Ils restent superficiels. Ils sont bien pour le cours magistral et vérifier que le cours magistral a été compris. Mais pour tout ce qui est activité de groupe, c'est là qu'en fait, en tant qu'enseignant, on prend toute notre valeur. Et je crois que c'est très répandu dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'en France, alors, les MOOC, c'est quelque chose... Il y a une culture du MOOC. On en a fait quand même, mais un certain nombre. Il y a la plateforme FunMOOC. Mais par rapport aux anglo-saxons, eux, ils ont une force de frappe qui est, par exemple, les catalogues de Coursera. On parle de quoi ? Coursera, c'est la fameuse plateforme américaine la plus grande au monde, en fait. Désolé. D'accord. Mais il y a 4 000 à 5 000 cours. En fait, quasiment tous les cursus universitaires s'y retrouvent. Et vous aimeriez qu'il y en ait plus en France ? Si on pouvait avoir un équivalent français, mais le problème, c'est que on n'a pas la force de frappe des universités nombreuses, riches, et qui ont vraiment cette culture de l'enseignement en ligne, et plus que nous, quelque part dans le milieu anglo-saxon. On va peut-être y venir petit à petit. En tout cas, évidemment, les choses bougent et doivent bouger par la force des choses et de l'actualité. Merci à vous, merci Mathieu Cizel. Je rappelle que vous êtes prof à Cergy Paris Université. Et tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'investiture de Joe Biden ce soir. Trump-Biden, goodbye and good luck. Bonne émission à vous.